Bonjour à tous et bienvenue. Représentant plus de 70% de la population, la jeunesse rencontre de multiples difficultés et principalement l'accès à l'emploi. Alors quelles sont les actions menées par les autorités et leurs partenaires au développement? Réponse dans ce numéro de Ça fait l'actualité. La jeunesse demeure une priorité pour l'État de Côte d'Ivoire. À cet effet, ce vendredi 24 novembre, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et l'Agence française de développement organisent la cérémonie de lancement de la phase 3 du contrat de désendettement et de développement, le C2D, intitulé « Programme d'insertion socio-professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne », un reportage d'Ahmed Traoré. Dans le cadre de sa stratégie de relance économique après la crise post-électorale de 2011, le gouvernement ivoirien signe avec la République française, à travers l'Agence française de développement, le C2D, contrat de désendettement et de développement destiné à l'emploi des jeunes. Ce, pour faire face à la problématique du chômage à laquelle fait face cette frange importante de la population. Géré par le BCP, Emploi, sous la tutelle du ministère de la Promotion de la jeunesse, du service civique et de l'insertion professionnelle, ce projet a pour objectif de soutenir et amplifier les dispositifs d'accompagnement des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans. La phase 1 du projet s'étendait de 2013 à 2021 et son budget s'élevait à 10 milliards 200 millions de francs CFA. Initialement prévu pour 18 490 jeunes, ce sont finalement 19 261 jeunes qui en ont bénéficié, soit un score de 104,1%. La phase 2, toujours en cours d'un montant de 21 milliards 800 millions de francs CFA, enregistre 27 111 jeunes à ce jour, soit un taux de réalisation de 90,3%. Au regard de ces résultats satisfaisants et face aux défis importants que représente l'emploi des jeunes, l'État de Côte d'Ivoire et la République française conviennent de la nécessité d'une phase 3 du C2D. Et cette phase 3, intitulée Programme d'insertion professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne, devra profiter à 81 420 jeunes pour un coût de 51 milliards de francs CFA. Depuis près de 10 ans, la Côte d'Ivoire et la France ont signé un contrat de désendettement et de développement, le C2D. Ce projet participe à la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Mais comment fonctionne le C2D? Qui sont les bénéficiaires et pour quels résultats? Pour en parler, je reçois Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, ou je devrais dire plus face à vous, Monsieur Adrien Hey, directeur de l'Agence française de développement, l'AFD. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour. Monsieur Souleymane Koné, président de la région de Kabadougou, représentant de l'Association des régions districts de Côte d'Ivoire, la RDCI. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et Monsieur Acho Yapo Landry, bénéficiaire TIMO. Vous êtes agriculteur depuis, notamment production de concombres et autres, on le verra tout au long de l'émission. Bienvenue et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Messieurs, la République de la Côte d'Ivoire et la République française ont signé donc le 1er décembre 2012 un contrat de désendettement et de développement, le fameux C2D. Qu'est-ce qui a motivé la signature de ce contrat entre la France et la Côte d'Ivoire? Cette signature est intervenue dans un contexte post-électoral. Vous savez que nous avons eu des élections en 2010, le président Ouattara a été élu. Dès sa prise de fonction, la France fait partie donc, des premiers partenaires donc, décidés à soutenir la relance économique donc, dans notre pays. Et pour ce faire, la Côte d'Ivoire s'est engagée donc, à faire annuler sa dette. Et au niveau bilatéral, la France et la Côte d'Ivoire ont eu cet instrument, donc qui est le contrat de désendettement, qui signifie simplement que, en principe, la dette que la Côte d'Ivoire avait vis-à-vis de la France et qui doit être remboursée, ces ressources reviennent, mais en étant investies donc, dans les secteurs prioritaires décidés donc, par les deux pays. Donc c'est l'emploi des jeunes, c'est au niveau donc, des infrastructures, c'est l'éducation. Et donc c'est un nouvel instrument donc, de coopération qui vise donc, à transformer donc, la dette en action de développement qui impacte les populations. Une reconversion de dette oui. Qui est maintenant injectée, je crois, par le biais de la BCAO dans la politique publique. L'Agence française de développement. Oui, et qui utilise aussi l'agence sous-régionale,
la Banque centrale? Oui, en fait, la Banque centrale, c'est un vecteur par lequel passent les fonds. Mais comme disait Monsieur le ministre, le C2D, c'est un instrument de conversion de dette. Donc la Côte d'Ivoire rembourse sa dette. Mais au lieu d'être encaissé, entre guillemets, par la France, cet argent, il est affecté sur des programmes et des projets de développement que la Côte d'Ivoire et la France décident conjointement. C'est commun comme mécanisme? C'est pas si commun que ça. Je crois que l'Espagne l'a fait. La France l'a fait pour un certain nombre de pays. Je précise que cet effort s'inscrivait aussi dans l'annulation de dettes qui a été décidée au début des années 2000, mais que ça représentait un effort additionnel de la France qui concernait que sa dette bilatérale qui n'était pas concernée par l'effort global qu'on a appelé l'initiative hippique à l'époque. Justement, l'AFD, l'Agence française de développement, utilise plusieurs mécanismes d'aide. On a notamment le prêt et le don. Qu'en est-il pour le financement du C2D? Alors, le C2D, c'est de la conversion et de l'annulation de dette. Donc, c'est du don, en quelque sorte, si vous voulez, même si le terme est peut-être... Mais effectivement, parmi nos modalités, nous avons à la fois du prêt et des subventions. Donc, ça, clairement, le C2D relève de la deuxième catégorie. D'accord. Monsieur Souleymane Koné, vous représentez finalement l'aspect, on va dire le volet décentralisation de ce projet. Pour qu'on comprenne pourquoi c'est votre échelon régional qui a été choisi, l'insertion professionnelle des jeunes fait partie du domaine de compétences de la région? Tout à fait. La région bénéficie de 16 compétences transférées. Et de ces compétences transférées, il y a le volet promotion de la jeunesse. Et vous l'avez dit à l'entame de l'émission, nous sommes dans un pays où il y a 70% de jeunes. On ne peut pas faire du développement sans s'appuyer essentiellement sur la jeunesse. Donc, en un mot, nous sommes en plein en termes de responsabilité locale dans la compétence transférée dans la jeunesse. Monsieur Acho Yapo Landry, déjà sans indiscrétion, quel âge avez-vous et quel était votre parcours avant de bénéficier d'un des programmes du C2D? C'était quoi votre quotidien, votre vie? J'ai 35 ans et avant, je ne faisais rien. Je ne faisais rien. Après le bac, j'étais en quête d'emploi, je ne faisais rien. Et c'est là, dans un communiqué à la radio à Canciel, à Bobo, j'ai appris l'annonce et je me suis rendu sur le lieu d'inscription. Ils m'ont donné une fiche de candidature que j'ai remplie. Et une semaine après, ils m'ont rappelé pour venir faire une sélection. Je suis allé, j'ai tiré un bon numéro. Et quelques jours après, ils nous ont appelé encore parler, ils nous ont visité, ils nous ont fait la vaccination. On nous a équipés, puisqu'on devait travailler dans les gares. Donc ils nous ont donné des gants. On a commencé à travailler. Pendant 6 mois, nous avons travaillé dans les gares d'Abobo. Et après les 6 mois, avec l'épargne que j'ai pu faire, c'est ça, je me suis engagé dans l'agriculture, puisqu'on nous formait parallèlement aux activités de terrain, on nous formait en mettant en gestion des activités en génération de revenus. Donc c'est là que j'ai pris un volet agriculture et j'ai commencé mon activité. Vous dites depuis le bac. On va parler tout à l'heure dans la phase 2, parce que c'est à la faveur de la phase 2 que vous avez bénéficié en 2016, je crois, oui, 2017, oui, 2017. De ce programme. Et on va rentrer dans les détails, parce que votre parcours est très intéressant et significatif. Et on va comprendre comment on a pu vous accompagner à ce que vous êtes aujourd'hui un auto-entrepreneur. Oui, oui. D'accord, on va y revenir. Monsieur le ministre, ce bénéficiaire était donc déscolarisé, sans emploi, avant d'intégrer le projet C2D. Vous savez quelle est la proportion des jeunes au chômage encore actuellement dans notre pays? Écoutez, les statistiques sur le chômage au sens strict du terme ne reflètent pas la réalité donc sociale des jeunes, puisque le taux de chômage il est très bas, parce que bon, on est sur des standards mondiaux où pour être chômeur, il faut n'avoir pas d'activité, il faut être en situation de travail et être à la recherche d'un emploi. Alors que vous avez beaucoup de jeunes qui vivent de petits boulots, qui sont dans la précarité par manque de formation, d'éducation, etc. Et donc nous, on préfère prendre d'autres chiffres qui est le taux combiné donc, de chômeurs, d'emplois précaires. Et donc, vous avez autour donc, de 25% donc, de jeunes qui se retrouvent dans cette situation. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas à l'école. Et dès sa prise de fonction en 2011, la question donc, de l'insertion des jeunes a été une priorité pour le chef de l'État. On sortait d'une décennie de crise où il n'y a pas eu vraiment d'investissement dans le secteur éducation, formation.
On a eu, pendant cette décennie, chaque année, près de 400 000 jeunes qui arrivaient sur le marché du travail sans perspective. Donc, vous faites un stock de 4 millions donc, de jeunes qu'il fallait traiter. Vous avez des ex-combattants donc, qui devaient être resocialisés parce qu'avec tous les groupes armés qu'on avait au nord comme au sud. Et donc, ce programme, comme tant d'autres, est venu aider le gouvernement donc, à adresser donc, le problème donc, du chômage des jeunes et apporter des réponses très concrètes en permettant donc à des jeunes comme une show qui étaient sans perspective donc d'avoir aujourd'hui une perspective réelle à travers donc des activités génératives de revenus. Mais vous le dites, ça a débuté il y a 10 ans, sortir de la crise post-électorale. Et c'est vrai que depuis, le pays revient de loin. En tout cas, sur le plan économique, tous les signaux sont au vert. Hein. On est la locomotive de l'UEMOA. Mais comment comprendre que l'économie ivoirienne n'arrive pas à créer davantage d'emplois, surtout pour les jeunes? Non, on a renoué. On a renoué depuis 2011 avec la création d'emplois. N'oubliez pas que pendant la période 2000-2010, avec toutes les crises qu'on a connues, conflits armés, crise économique, etc., nous avions donc des pertes sèches en termes de création d'emplois, en termes d'emploi année après année. Mais depuis 2011-2012, la Côte d'Ivoire a renoué avec la création d'emplois. Sur la période 2012-2017, c'est quand même 2 800 000 emplois qui ont été créés, aussi bien au niveau formel qu'informel. Et donc, mais cette dynamique n'était pas suffisante parce que je vous ai parlé d'un stock de près de 4 millions de jeunes sur la période et ça ne prend pas en compte des jeunes qui continuent de sortir de notre système éducatif, 300 à 400 000 chaque année. Donc il fallait pour le gouvernement d'abord renouer avec la création en termes de, renouer la croissance en termes de création d'emplois avec un secteur privé qui devient de plus en plus dynamique. Nous avons aujourd'hui, notre économie génère près de 100 000 emplois formels. Je parle donc au niveau du secteur privé comme de l'administration publique. Mais nous avons aussi, en termes donc d'esprit d'initiative, beaucoup d'opportunités donc de création d'emplois, comme une show donc qui a commencé avec des TIMO, qui a été formé et qui aujourd'hui est dans le domaine agricole. Voilà. Et donc, pour nous, c'était quand même important. Et je voudrais ici dire que cet instrument, en tout cas sur son volet emploi, est venu compléter un dispositif national et a permis de donner une lisibilité en termes donc d'opportunités pour les jeunes dans notre pays. Mais justement, la phase 1 du projet qui couvrait donc la période de 2013-2021 d'un montant de 10 milliards d'euros, un peu plus de 10 milliards de francs CFA, pardon, a bénéficié à 19 261 jeunes, dont 42% de femmes. Pourquoi avez-vous décidé mutuellement de reconduire ce partenariat ? Je crois parce qu'on trouvait que les résultats étaient encourageants et satisfaisants. Sur le premier programme, on a constaté avec nos partenaires des résultats en termes d'insertion professionnelle et de maintien à l'emploi très supérieurs à ce qu'on pouvait observer sur d'autres initiatives, entre 60 et 75%. Donc ça veut dire qu'entre 2 tiers et 3 quarts des jeunes qui sont appuyés par ce dispositif gardent un emploi ensuite ou voient leurs revenus augmenter, comme c'est le cas, j'espère, pour M. Yapo. Il nous le dira. Donc voilà, c'est ça qui nous a amené à dire il faut amplifier, il faut continuer ces efforts-là en essayant de répondre aux défis que rappelait M. le ministre, c'est-à-dire qu'il y a 400 000 jeunes chaque année qui arrivent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire, à qui il faut offrir des perspectives. Le secteur formel ne produit que 100 000 emplois, donc il y a 300 000 emplois à essayer de trouver ou de susciter, parce que dans ces opportunités, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont des bonnes idées, qui veulent se lancer, qui veulent créer leur entreprise, mais qui ne savent pas comment on fait, qui ont besoin d'un accompagnement technique pour faire un business plan ou qui ont besoin d'un financement. Et ça, si aujourd'hui vous allez auprès d'une grande banque commerciale, avec un petit projet comme celui de M. Yapo, vous ne trouverez pas de financement pour vous lancer. La phase 2 du projet de 2016, cette fois-ci 2024, qui est donc toujours en cours, puisqu'elle prend fin en 2024, repose sur 3 axes. Il y en a l'appui à l'employabilité, à l'entrepreneuriat et au service civique et volontariat. Quels sont déjà les profils concernés par ces différents programmes ? Mais tous les jeunes. Oui, l'éventail est assez large. Ça va de 14 à 40 ans. Vraiment tous les jeunes. Qu'ils soient des jeunes scolarisés parce qu'ils ont besoin de stages de qualification pour améliorer leur employabilité, qu'ils soient donc des jeunes qui veulent se diriger vers l'auto-emploi, qu'ils soient des jeunes sans activité, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir une première expérience professionnelle, des jeunes souvent sans grand niveau, des jeunes déscolarisés, jusqu'aux jeunes les plus diplômés. Donc nous touchons toutes les couches donc, de jeunes à travers ces différents instruments.
D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à partir donc, de la phase 2, nous avons expérimenté la maîtrise d'ouvrage délégué, donc qui permet aujourd'hui donc, de transférer aux régions une partie donc, des prérogatives donc, de l'État et donc en les responsabilisant donc, dans la mise en œuvre de certains pans de ce programme. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Mais c'est drôle, vous êtes tout jeune président de région, donc on imagine que ça s'applique aussi à vous, dans vos fonctions locales. Je ne suis plus assez jeune que ça, mais, jeune dans la position que j'ai aujourd'hui. Pas en âge, jeune alors, dans cette expérience. Alors, j'ai la double casquette. D'abord, ministre de tutelle, donc, qui impulse donc, ce programme, mais en même temps président des régions qui bénéficie aussi donc, de ce programme. Donc vous aurez la connaissance du terrain de cette question. C'est peut-être aussi intéressant. Justement, ça vous concerne directement. Il parlait des fameux MOD, des maîtrises d'ouvrage déléguées. Vous allez nous l'expliquer parce que c'est vrai que la phase 2 a mis l'accent, encore une fois, sur la décentralisation et la déconcentration de ce projet. Expliquez-nous concrètement ce que ça signifie. Parce que la maîtrise d'ouvrage, c'est le propriétaire du chantier et en l'occurrence, c'est l'État. Oui. Donc qu'est-ce qu'on vous demande de faire avec nos jeunes Ivoiriens ? Alors, la maîtrise d'ouvrage, comme vous l'avez indiqué, c'est le mandat de propriété. Maintenant, quand on entre dans un projet, une maîtrise d'ouvrage demande une qualification. Et c'est en cela que le maître d'ouvrage peut effectivement déléguer ou alors se faire appuyer, on peut appeler ça la maîtrise d'ouvrage déléguée ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et je crois que dans le cadre de ce projet, vous allez constater qu'il y a plusieurs acteurs. Et je voudrais en profiter d'ailleurs pour remercier infiniment Monsieur le ministre de l'insertion professionnelle pour nous avoir permis de faire cette belle expérience de maîtrise d'ouvrage déléguée en tant que collectivité décentralisée. Le fait d'être déjà collectivité décentralisée nous permet d'avoir le statut de maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage pour l'espace territorial relevant de la compétence de la région. Mais l'exercer de manière formelle, ce sera la première fois et c'est pour cela que j'insiste sur le remerciement. Ce projet nous a permis effectivement d'entrer dans le projet en appuyant l'agence qui est chargée en vérité de volet technique de ce projet et de nous initier aux méthodes de gestion des projets, à savoir la phase de profilage, la phase de programmation, de planification, de programmation et d'exécution. Et cela demande une sorte d'apprentissage. Ce projet nous a permis effectivement, bien que nous soyons dans la phase de planification et de programmation dans nos activités habituelles, mais ici c'est formalisé. Par exemple, dans le CD3, il s'agit avant toute chose d'avoir un plan, un schéma directeur de développement. Et ça, c'est quelque chose qui doit être, je dirais, c'est la base même d'une meilleure exécution de la maîtrise d'ouvrage délégué. Je voulais juste ajouter quelque chose. Ce que cet instrument nous permet de réguler aussi, parce que beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes s'interrogent sur le fait que ces programmes touchent essentiellement des jeunes en milieu urbain. Mais là, en agissant de concert avec donc, les régions, nous avons fait en sorte que même les jeunes en milieu rural, qui sont les sous-préfectures, etc., soient impactés par les projets d'insertion des jeunes et soient pris en compte. Et la région apparaissait comme le meilleur instrument pour agir et toucher les jeunes. C'est sur toutes les territoires que ce programme doit être expérimenté, diffusé. Mais j'insiste sur maîtrise d'ouvrage. On veut comprendre, c'est-à-dire qu'un jeune dans votre région qui profite ou bénéficie de ce programme pourra être embauché par, même si c'est momentanément, par votre entité? Non, en fait, ici nous sommes dans un programme d'initiation des jeunes à l'entrepreneuriat, à l'entreprise. Nous avons 4 volets
essentiellement. Il y a le TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, il y a l'activité générative de revenus, il y a le MPE, c'est-à-dire les micro et petites entreprises, et il y a le volet, le quatrième volet qui permet, là, avec c'est l'association villageoise d'épargne de crédit. C'est donc des modules qui permettent aux jeunes de s'initier à la gestion d'abord des ressources, à l'initiative personnelle pour arriver au bout du projet à être autonome en termes de financement, mais aussi également en termes d'activité. Et ce n'est pas une embauche qui est intégrée, ce n'est pas des jeunes qu'on intègre au niveau du conseil régional, mais c'est un accompagnement pour insérer les jeunes à l'activité économique et sur tous les secteurs. C'est quand même important de préciser, puisque bon, on fait un peu de pédagogie, surtout pour les jeunes qui nous écoutent et les populations. Ce qu'il essaie de dire, c'est que quand vous prenez le programme des TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, des jeunes sont mobilisés dans les sous-préfectures, dans les villages ou même en ville pour des travaux communautaires. Et donc, ils aident donc à faire donc, des travaux qui ont un impact sur l'environnement, etc. Et ces jeunes reçoivent sur 6 mois un pécule, ils épargnent donc une partie de ce pécule, comme lui, comme une chaux, et juste après, ces jeunes, donc sur la base de leur épargne, sont insérés. Vous avez des jeunes qui sont entrepreneurs, donc des jeunes qui vont directement au conseil régional pour solliciter des financements qui vont de 1 million à 5 millions de francs CFA pour entreprendre des projets. Mais il faut qu'ils soient formés. Donc, ils contractent donc avec des structures qui les aident donc à former ces jeunes. Le plan d'affaires des jeunes est aidé en termes d'élaboration. Une fois que ça c'est OK, les jeunes donc peuvent être financés. Maintenant, pousser les populations à épargner et à financer des projets sur les AVEC. Donc je veux qu'on reste sur des choses très concrètes. Donc oui, c'est ce que le conseil régional n'embauche pas les jeunes, comme il est dit, au sein du conseil régional, mais aide les jeunes à avoir donc des activités sur leur ressort territorial. Et ça participe aussi à la cohésion forcément sociale. Parce qu'ils vont, parfois, on va prendre votre exemple, balayer les rues, les trottoirs, les endroits clés de votre localité. Tout à fait. Donc ça rend service aussi à vos concitoyens. Okay, tout à fait. Pour ce qui concerne les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, on a fait de l'entretien routier un élément clé. Ils ont appris à entretenir, à déboursailler les abords de la route. Et comme le dit M. le ministre, à partir de ces ressources, ils se sont reconvertis sur d'autres secteurs tels que le commerce et également d'autres activités qui sont la cordonnerie, l'artisanat, etc. Alors, on a un exemple concret sur le plateau et vous avez bénéficié justement de ce programme de TIMO. Alors, vous entendez l'annonce à la radio, vous réagissez, vous rendez dans l'agence emploi jeune de votre quartier, c'est ça? C'est à la mairie. À la mairie, vous êtes rendu à la mairie d'Abobo. Et là, on vous a équipé et vous avez fait quoi? Vous avez travaillé dans les gares routières. Oui. On a enlevé les ordures, on a fait le curage des caniveaux, l'entretien des gars, sensibiliser aussi les jeunes, et la population, les passants, de ne pas jeter les sachets, puisqu'on devait entretenir les gars. Mais si on entretient qu'après on vient jeter, on faisait la sensibilisation aussi, comment faire le recyclage des sachets. Donc on avait les plastiques qu'on prenait, qu'on mettait les sachets dedans pour transporter. Pour ne pas que ça encombre encore le coin qu'on vient de... Mais ça ressemble un peu à des travaux d'intérêt généraux, puisqu'il y a une utilité pour la collectivité. Vous gagnez combien sans indiscrétion tous les mois avec ce travail? En un mois, on avait 50 000. Vous gagnez 50 000 francs par mois. Oui. Ça a duré combien de temps? C'est limité dans le temps, généralement ça dure 6 mois. 6 mois, c'est ça? 6 mois. Et donc pendant ces 6 mois, vous économisiez sur vos 50 000 francs. Oui. Voilà. Mais ça veut dire quand même qu'il y avait une volonté aussi de votre part. Oui. J'avais la volonté d'entreprendre après, puisqu'il y avait un délai. Le projet faisait 6 mois, donc je sais qu'après ça, je ne vais pas pouvoir bénéficier de 10 mois encore. Il fallait que je fasse autre chose pour laisser la place à ceux qui n'ont pas bénéficié de ça et les sensibiliser aussi pour qu'ils puissent s'intégrer. Donc j'avais autre chose en tête après les 10 mois. C'est ce qui m'a permis de faire l'agriculture, puisque j'avais été déjà formé pendant les 6 mois là en agriculture. Donc j'ai opté pour le volet... Vous avez été formé pendant aussi... Pendant les 6 mois, on faisait, oui, il y avait un temps pour le balayage
Et un temps aussi... C'était comment les journées? C'est le matin, on travaille, l'après-midi, on est à l'école. Comment ça se passait concrètement? Oui, le matin, on va pour les balayages. Mais de quelle heure à quelle heure? On partait de... Bon, on se rassemblait à 7h, on commençait à 7h30, jusqu'à midi, on avait fini. Donc, de l'après-midi, on partait faire les formations sur les lieux où on travaillait, pour ne pas trop se déplacer. On partait nous former en gestion d'HGR, comment faire l'auto-emploi. Dans ça, bon, quand j'ai fini, automatiquement, je me suis orienté sur l'agriculture. J'avais déjà des notions. Vous avez pu économiser combien au bout de 6 mois? Au bout de 6 mois, démarrer votre activité? Bon, je n'ai pas la somme exacte, mais bon, ça tournait autour de 120 000, 130 000, comme ça. Et vous avez fait quoi avec cet argent? C'est là que je suis allé prendre une parcelle pour pouvoir faire... Quand j'ai commencé par la salade, c'était ça qui était un peu plus rapide et puis il n'y avait pas trop de souffrance dedans. Donc j'ai commencé un peu. J'ai mis, bon, la salade, ça s'accompagne de quelque chose. Donc j'ai fait concombre un peu à côté et je vois que ça prenait. Arrivé un moment, je voyais que la clientèle s'intéressait à mes produits. Je ne pouvais pas gérer moi seul. Donc j'ai pris une personne pour mettre à côté de moi pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je voyais que les clients aussi devenaient nombreux. Donc j'ai pris une deuxième personne. Actuellement, nous sommes 3. Et dans ce sens, je remercie Monsieur le ministre. Et par son appui, j'ai pu agrandir mes activités en me donnant une enveloppe. Ça me permet aussi de pouvoir payer normalement ceux qui sont au point. Vous gagnez combien actuellement? Actuellement, ma vente, ça va 300 400 000, puisque je fais la récolte. Vous êtes passé de 30 à 50 000 par mois à 300 500 000 par mois. Oui. Félicitations. Alors, je veux quand même préciser, oui, donc ce sont des guichets. Donc nous avons plusieurs guichets. Un jeune qui a eu un niveau scolaire, qui ne faisait rien du tout et qui avait besoin d'être intégré dans le tissu économique, qui a accepté, parce que c'est important, de faire donc ce travail de balayage, parce que beaucoup de jeunes n'acceptent pas donc de le faire, qui a pu épargner une partie des ressources, qui a été formé pendant sa formation en entrepreneuriat, qui entreprend donc dans l'agriculture, mais qui passe à un deuxième guichet, parce que ce n'est pas le ministre qui lui donne, c'est l'État. Voilà. Et donc, il passe à un autre guichet, donc il a accès à un autre niveau de financement qui lui permet donc d'amplifier. Donc, on a essayé de créer une cohérence donc, dans ce dispositif, en faisant en sorte qu'un jeune qui commence, même pas les petits mots, puisse, en fonction donc, de l'évolution et de ce qu'il veut faire, accéder donc, à d'autres guichets pour agrandir donc, son business ou ses activités. Donc on a vraiment un exemple patent, mais comme vous le dites, c'est aussi la volonté, il y a aussi une part de volonté du jeune. L'État ne peut pas tout faire. Il a accepté, comme vous avez dit, de faire ce job, d'économiser. Certains auraient peut-être dépensé leur salaire mensuellement. Donc il y a aussi une responsabilité, un engagement du jeune bénéficiaire. Non seulement c'est évident ce que vous dites, mais dans l'expérience d'une show, et si je pouvais donc profiter pour m'adresser à tous les jeunes, c'est qu'on peut partir de rien. Et on peut commencer tout petit et arriver donc à une situation où aujourd'hui, de la situation d'employé, il est aujourd'hui lui-même employeur, puisque ses activités économiques lui ont permis donc d'employer au moins 2 personnes pour lui permettre de faire des activités avec des revenus qui ont été multipliés par 8. Et donc, oui, il faut de la volonté. Nous, notre rôle au niveau de l'État, c'est de mettre en place toutes les opportunités. Maintenant, il revient aux jeunes de les saisir. Et voilà. Justement, en tant qu'agence de financement, c'est quoi votre rôle tout au long de ce parcours? C'est au-delà du financement, c'est du conseil, c'est de l'orientation, et peut-être même du contrôle a posteriori, de voir si les fonds alloués ont été à leur destinataire. Je vais vous répondre tout de suite. Je voudrais juste insister sur plusieurs choses qui ont été dites et qui font aussi que l'AFD a décidé de poursuivre ces programmes et de les amplifier. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui concerne tous les jeunes sur tout le territoire ivoirien. Il n'y a pas de distinction de sexe. J'en profite pour dire que la moitié des bénéficiaires sont des jeunes filles, des femmes, c'est important de le dire. Il n'y a pas de distinction d'origine géographique, il n'y a pas de distinction de conditions sociales. Tout à l'heure, M. le ministre parlait de jeunes déscolarisés, ça va même plus loin. Ce programme, il a permis aussi de réinsérer ce qu'on appelle les microbes, par exemple, à Abidjan. Donc des enfants des rues qui sont en rupture familiale, qui sont en rupture avec la société. Mais là, c'est justement, je disais tout à l'heure, là, c'est l'aspect service civique plus
que le volontariat. Oui, mais comme me disait M. le ministre, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on pourra vous dire ce qui est fait sur le volet service civique et engagement citoyen, qui est très intéressant aussi, mais c'est les passerelles qui sont faites entre les guichets. C'est quelqu'un qui fait un stage TIMO peut le lendemain ensuite s'adresser au même dispositif pour avoir un petit pécule pour lancer son entreprise et pour avoir un accompagnement pour l'aider à lancer cette entreprise. Ça, c'est intéressant. C'est ce côté intégré, holistique, qui vise un petit peu toutes les dimensions qui est intéressant. La deuxième chose qui est intéressante dans ce programme et originale, c'est qu'il a été confié de plus en plus, ça va être encore plus le cas avec la nouvelle phase qu'on lance, aux régions. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Pas parce que, voilà, pas par principe, mais parce que les régions, les collectivités sont les mieux placées pour connaître les contraintes, les spécificités de chaque territoire, les besoins économiques. Les besoins que vous avez dans votre région, Monsieur le Président, ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a à Bobo ou à Abidjan. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que on s'adresse à un niveau qui est le plus proche possible des bénéficiaires et du terrain. Alors j'entends ce que vous dites, mais pour l'instant, ça ne concerne pas les 31 régions. Ça va les concerner. Avec la phase 3, vous avez eu quand même une phase pilote donc, qui a touché une dizaine donc, de régions. Ça va progressivement. Voilà, et là, avec la phase 3, puisque bon, dans la dynamique de l'année de la jeunesse, nous avons conçu un programme jeune du gouvernement avec donc l'appui important de certains partenaires au développement. Et comme ça a été dit par le directeur de l'AFD, là, vous passez pour la phase 2 donc d'un financement de 21 milliards de francs CFA à la phase 3 à près de 51 milliards de francs CFA. Donc de 27 000 bénéficiaires, on passe à près de 90 000 bénéficiaires. Et donc dans cette phase, en complément avec donc un autre financement de la Banque mondiale, les 31 régions seront touchées donc, dans le cadre de la maîtrise du voyage délégué. D'accord. Sont touchées puisque certaines régions ont déjà commencé donc, à recevoir donc, les ressources pour mettre en œuvre les activités pour les jeunes. Et peut-être pour répondre à la question que vous me posez initialement, le rôle de l'AFD, ce n'est pas simplement d'apporter des financements, que ce soit sur ce programme ou sur d'autres, c'est qu'on apporte aussi, si c'est souhaité, une expertise, un accompagnement technique. Et par ailleurs, on a mobilisé sur ce programme des opérateurs et des partenaires français, à la demande de la Côte d'Ivoire. Donc vous avez Pôle emploi, vous avez France Volontaire, vous avez France Initiative, sur tout le volet prêt d'honneur, etc. Et l'idée, c'est aussi de faciliter les échanges entre pairs. Ce n'est pas simplement que ces opérateurs français apportent un appui technique, c'est aussi qu'ils s'enrichissent de ce qui est fait en Côte d'Ivoire et de ce qui est constaté en Côte d'Ivoire en termes de résultats, etc. Donc c'est vraiment un échange aussi qui est organisé et que l'AFD facilite. Ça, c'est le financement, l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a un contrôle de votre part ? Bien sûr qu'il y a un contrôle. En fait, sur tous les projets qu'on finance, il y a des audits qui sont prévus, en général chaque année. Il y a des évaluations à mi-parcours, en fin de parcours. Et donc, ces audits sont conduits de manière indépendante. Les résultats sont soumis en l'espèce à l'État de Côte d'Ivoire et à l'AFD en tant que financeur. Et donc, en fonction de ces audits, il y a des irrégularités qui sont constatées, ce qui arrive. Il y a des dépenses parfois qui sont considérées comme inéligibles. Et bien, dans ces cas-là, on les traite et elles font l'objet d'un remboursement, par exemple, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'aspect décentralisé auquel vous tenez pour pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire, mais il y a aussi l'aspect côté concentré, notamment avec l'agence Emploi Jeune, qui est peut-être l'outil, le principal outil. Il a entendu l'annonce, mais il est parti à la mairie, pas à l'agence Emploi Jeune. Quel est le rôle précisément de cette institution dans tout ce mécanisme ? L'agence Emploi Jeune, c'est le guichet unique mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes dans leur parcours donc d'insertion professionnelle. L'agence Emploi Jeune donc travaille pour collecter des offres de stage, pour mettre des jeunes en stage. L'agence Emploi Jeune collecte aussi des offres de formation, donc à courte durée. L'agence Emploi Jeune travaille beaucoup avec beaucoup d'autres structures, l'AGFOP, le FDFP, Côte d'Ivoire PME, qui interviennent selon donc l'activité qui est menée. L'agence Emploi Jeune finance aussi donc au niveau de l'entrepreneuriat. L'agence Emploi Jeune travaille avec donc les communautés territoriales. Vous aurez de plus en plus de jeunes qui iront donc au sein des mairies parce qu'au sein de chaque commune, nous avons donc un guichet emploi qui est issu donc d'une collaboration entre l'agence Emploi Jeune et les communes. Toutes les communes ont mis à disposition des locaux pour que sur le ressort communal, les jeunes puissent avoir donc un endroit où ils peuvent donc venir prendre les informations, s'inscrire, etc. pour des programmes. Donc cette proximité ou cette volonté d'agir en commun avec donc les collectivités territoriales, que ce soit les régions
et les communes, c'est une orientation que nous allons renforcer de plus en plus. Justement, on va s'intéresser à la phase 3. Alors, elle se chevauche, c'est phase 2 et 3, puisque la phase 2 est en cours, elle doit prendre fin en 2024. Et la phase 3 débute. La signature qui a eu lieu au mois de mai, des affectations, la convention en tout cas de financement. Et demain, il y aura la cérémonie de lancement. Avec le Premier ministre qui sera présent et qui va lancer officiellement. Alors là, ça se chevauche. Hein. Oui, nous sommes quasiment à la fin donc, de la phase 2 et ça a été dit par donc, le directeur de l'AFD, vu les résultats probants qui ont été obtenus. Je voulais rappeler que pour la phase 1, quand même, le taux d'insertion des jeunes est de 62%. Et donc, avec des résultats très concrets, nous avons estimé aussi que dans la dynamique de passage à l'échelle, puisque le gouvernement, et surtout en cette année de la jeunesse et pour les années à venir, veut traiter un plus grand nombre de jeunes donc, dans ces programmes, nous avons donc dans le cadre des négociations dans le cadre du CDD 3, donc convenu de lancer dès cette année donc cette phase 3 pour donner un contenu concret aussi à cette année de la jeunesse. C'est la question que je me demandais en préparant l'émission. Est-ce que c'est un hasard de calendrier ou c'est une volonté manifeste d'intégrer ce programme dans l'année de la jeunesse souhaitée par le président? Non. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord donc, les négociations pour aboutir donc, au CDD 3. Ces négociations ont pu aboutir. Il n'y a pas que le secteur emploi jeune, éducation, etc., donc de façon globale. Et nous avons souhaité que le CDD 3 puisse commencer donc, en cette année de la jeunesse. Et nous avons fait diligence avec l'Agence française de développement et je me réjouis donc, que la convention a été signée le 12 mai et que le Premier ministre puisse lancer officiellement donc, ce programme qui, je rappelle, va toucher près de 90 000 jeunes les 3-4 prochaines années. Mais justement, quoi doit-on attendre demain pour cette cérémonie? Il y aura des conventions notamment avec la RDCI et donc les districts et régions de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y en avait pas. J'avais écrit 21, moi j'ai eu 21 conventions. Vous confirmez? Ou il y en a plus depuis? 24. 24 maintenant, mais on a quand même 31 régions. Donc vous le disiez, monsieur le ministre, progressivement? Non, je vous explique. C'est-à-dire que vous avez des régions qui sont entièrement financées par le PGDEC. Et vous avez des régions qui sont financées entièrement par l'Agence française donc, de développement, dans le cadre du CDD. Et vous avez des régions qui ont des financements mixtes, en partie par le programme PGDEC et en partie par le CDD. Et donc, vous verrez que parmi les 24 régions qui vont signer demain, certaines le sont pour la première fois en totalité par le CDD, mais d'autres régions ont déjà un financement PGDEC et viennent prendre un complément donc, avec le CDD. D'accord, donc ça concerne toutes les régions. Les 31 régions. C'est des spécificités. Alors, au mois, le 16 mai, nous avons signé avec la Banque mondiale pour 24 régions. Et aujourd'hui, avec le complément de financement pour certaines régions et le début de financement pour d'autres régions, avec la cérémonie de demain, les 31 régions de notre pays seront couvertes par le dispositif d'insertion sur financement AFD, Banque mondiale. Mais demain, qu'est-ce qu'on célèbre finalement? C'est l'effectivité de cette phase 3? Bah écoutez, je pense que... Est-ce que c'est-à-dire que demain après-midi... Il y a les 10 ans donc, du CDD. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Je pense que bon, le programme, de facto, il a déjà, comme l'a rappelé M. le ministre, la convention a été signée en mai. Nous, on a présenté le projet à notre conseil d'administration en décembre l'année dernière. Le projet, il est déjà en cours, en fait. Comme la deuxième phase, elle est quasiment achevée aujourd'hui. Demain, je pense que ce qui était important, c'était d'avoir ce moment avec les régions et de valoriser le fait que ces financements de l'État sont confiés aux régions en grande partie. Moi, je pense que pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est important. C'est aussi une manière de mettre en avant les résultats qui ont été obtenus. Et puis, c'est aussi une manière de dire, voilà ce qu'on va faire de plus ou de mieux, parce que l'idée, c'est toujours d'apporter des améliorations et d'informer et de faire en sorte... Exactement. Parce que c'est, je crois, un souci qu'on partage grandement avec Monsieur le ministre, de faire en sorte que ce dispositif soit connu, que les gens puissent y avoir recours, etc. Vous ne connaissez pas le CDD avant de préparer cette émission. Voilà. Donc, il y a un problème d'information. Oui, si je peux me permettre, comme ça a été dit par Adrien, les activités ont déjà commencé. Beaucoup de jeunes ont commencé à avoir des stages, etc. Les régions vont progressivement commencer la mise en œuvre des activités, etc. Mais comme les Ivoiriens savent que ce programme qui existe depuis 10 ans a permis donc de produire beaucoup d'inshows.
Et donc, l'un des objectifs, c'est de montrer que nous avons des instruments efficaces qui marchent donc, dans ce pays, dans notre politique d'insertion professionnelle. C'est important de le dire, parce que beaucoup sont encore dans la perception, on voit rien de marche, etc. Pour le CDD3, vous avez certains jeunes qui sont déjà bénéficiaires en cette année de la jeunesse. Il est important donc de montrer déjà où nous en sommes. Et surtout les perspectives. C'est-à-dire qu'on ne restera pas seulement dans le bilan, dire que bon, parce que ça a marché hier, et parce que nous avons pris beaucoup plus de précautions et nous avons amélioré donc les dispositifs, les 3 prochaines années, voici les résultats que nous comptons donc avoir avec donc cet instrument efficace. Mais allons même au-delà de ces 3 années, parce que ce CDD, la phase 3 prend fin en 2027. Vous, au niveau du ministère, vous avez déjà envisagé l'après-CDD? Écoutez, nous avons un programme, qui est le programme Jeunes du gouvernement, qui a été élaboré dans le cadre donc, de cette année de la jeunesse. C'est un programme triennal. 2023-2025, on a quand même des programmes qui vont au-delà, donc 2026-2027. Et ce programme est en cohérence avec le plan national de développement. Donc le gouvernement aujourd'hui a un cadre d'intervention sur les politiques d'insertion des jeunes et nous pensons que vraiment, le succès et la réussite donc, de ces différents programmes permettra de se projeter au-delà donc, de 2025. Mais l'idée vraiment tout de suite, c'est d'amplifier ces programmes, c'est d'avoir des résultats probants et surtout donner des perspectives à ces jeunes. Et je voudrais pardonner, c'est quand même important, vous avez une show est bénéficiaire. Il s'appelle une show. Est-ce que vous savez que dans ce pays, beaucoup de jeunes pensent que pour accéder à ces programmes, et je pense que ça a été déjà répondu par Adrien, on pense qu'il faut connaître le ministre, il faut faire ceci, cela, alors que nous avons mis un accent sur la transparence totale autour de ce programme. Et il a été choisi pas par affinité avec tel ou tel responsable. Il a entendu donc un message à la radio, il a été compétit, ça a été un tirage au sort, il a eu le bon numéro, il a été profilé, et aujourd'hui il est ce qu'il est. Donc dire aussi que le gage que nous prenons, c'est de faire en sorte que l'égalité des chances soit une réalité dans notre pays et que ce programme soit le plus efficace et le plus transparent possible pour que tous les jeunes puissent en profiter sur l'ensemble du territoire. Est-ce que l'une de vos attentes avec ce programme, c'est que finalement de créer un écosystème un peu en faveur de l'emploi des jeunes et qui va se pérenniser même au-delà de la date butoir? Et ça a été l'assistante technique qui a apporté aujourd'hui à l'Agence Emploi Jeune, qui est le guichet unique d'insertion professionnelle, c'est de faire en sorte qu'en copiant des modèles de type Pôle emploi ou avec l'appui d'expertise français, etc., en même temps que ce programme se met en place, la capacité opérationnelle de l'Agence Emploi Jeune, des régions ou d'autres structures puisse augmenter année en année pour que demain, si nous n'avons plus de programmes spéciaux tels que CDD, on ait des instruments nationaux qui puissent poursuivre parce que ces instruments auront gagné en compétences. Voilà. Créer une dynamique que vous souhaitez voir pérenniser. Si vous prenez l'AEJ par exemple, l'AEJ au départ, elle n'était pas présente dans toutes les régions. Ouais. Le programme a permis de déployer l'AEJ dans toutes les régions. L'Agence Emploi Jeune, je précise. L'Agence Emploi Jeune, pardon, c'est vrai qu'on utilise trop les acronymes. C'est pareil pour l'Office national de service civique. Les capacités aujourd'hui de cet office ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, par exemple. Mais vous parlez, c'est vrai que j'ai vu vraiment l'éventail extrêmement large, le spectre de, vous voyez, des jeunes qui peuvent bénéficier, encore une fois, de 14 à 40 ans, sans diplôme, avec des diplômes. Donc, visiblement, il y a une volonté d'atteindre tout le monde, à tous les niveaux. Maintenant, il y a aussi des différences, et c'est pour ça que je voulais qu'on dise quelques mots quand même sur le service civique. Est-ce qu'il y a quand même des profils qu'on ne peut pas immédiatement insérer parce qu'il y a peut-être un autre travail à faire dans un parcours peut-être plus difficile avec... vous voyez, est-ce qu'il y a aussi un temps d'adaptation? Il faut des parcours transitoires pour certains parcours de vie. On ne peut pas les embaucher immédiatement. Mais bien évidemment, je pense qu'André l'a dit, quand vous prenez tous ces jeunes que je considère comme des exclus sociaux, parce qu'addicts à la drogue, microbes, etc., qui n'ont aucune chance donc d'avoir un emploi, parce que je ne vois pas un jeune addict d'alcool, de drogue qui peut être embauché dans une entreprise. Je ne vois pas un jeune accoutumé donc à la délinquance qui peut être donc se prendre en charge, etc. Le dispositif des services civiques que nous avons mis en place dans le cadre du programme qui s'appelle SKIDE permet justement donc d'agir pour resocialiser ces jeunes, les récupérer, leur apprendre déjà la discipline, les traiter pour qu'ils ne soient plus addicts à la drogue, etc. Surtout leur apprendre un métier et ensuite les insérer durablement dans le tissu économique. Donc vraiment, ça concerne tout le monde.
Tout le monde. Et ça marche. Enfin, ce qui est étonnant avec les SCAED, on en a visité un certain nombre ensemble avec Monsieur le ministre à différentes occasions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a des jeunes qui étaient vraiment sortis de la route, à qui pensaient ne pas avoir de seconde ou de troisième ou de quatrième chance, parce que parfois on parle de quatrième ou cinquième chance, et qui, grâce à ce genre de programme, au bout de 3-4 mois, ont trouvé un emploi. Donc parce que c'est pas simplement les remettre sur le chemin, mais on leur apprend, c'est un petit peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant que vous faisiez le TIMO, en même temps vous appreniez des choses en matière d'agriculture. Là c'est pareil, c'est-à-dire que les jeunes qui vont dans ces centres civiques, effectivement sont rééduqués entre guillemets à la vie en société, on leur apprend la discipline, à se lever le matin, à manger sainement, etc. Mais en même temps, on essaie de savoir quel métier les intéresserait, et on a recueilli beaucoup de témoignages assez touchants de jeunes filles et de jeunes hommes qui trouvent finalement une vocation à devenir électricien, plombier, à travailler dans la sécurité, etc. 2 points. Environ un tiers des jeunes de 15-24 ans aspirent à intégrer le secteur public, alors que ce secteur n'est pourvoyeur que seulement de 2% des emplois. Le secteur privé reste un acteur majeur. Comment est-il associé ? Le secteur privé est au cœur de ce dispositif. Vous savez, on ne peut pas trouver des stages pour des jeunes si le secteur privé ne joue pas sa partition. Donc il est vraiment le partenaire au cœur de ce dispositif. Donc déjà, la collecte d'opportunités, c'est auprès du secteur privé, pour des stages, pour la mise en activité dans une entreprise, etc. Au niveau des collectivités territoriales, les régions, je pense que c'est pareil. Mais ce que nous voulons aussi, c'est c'est d'accompagner certains jeunes à être eux-mêmes des entrepreneurs. Et donc, il y a pas mal de dispositifs, le prêt d'honneur, etc., qui permettent à des jeunes eux-mêmes d'avoir leur propre entreprise et d'être employeurs. Oui, vous dites que... En fait, on veut savoir par quel mécanisme. C'est quoi? C'est une incitation à l'embauche? C'est quoi des exonérations fiscales? Comment vous faites pour motiver le secteur privé? Je comprends bien votre question. Ce que le gouvernement fait déjà, si vous prenez l'annexe fiscale, oui. Le gouvernement ivoirien a prévu une série de mesures justement pour inciter le secteur privé à accompagner la politique d'insertion professionnelle des jeunes. Okay. Vous prenez un jeune en stage aujourd'hui, vous avez droit à un crédit impôt. Vous prenez des jeunes en apprentissage au sein de votre entreprise, vous avez des crédits impôts. Vous embauchez un jeune ivoirien, vous avez des crédits impôts. Donc il y a une batterie de mesures pour accompagner ce secteur privé dans l'accompagnement de la politique globale d'insertion des jeunes dans notre pays. Donc une politique incitative aussi. Oui. Intégrer la jeunesse. On ne minimise pas tous les efforts fournis, on ne minimise pas la joie des bénéficiaires et l'impact dans l'entourage et dans la vie des individus. Mais au regard de tous ces efforts quand même fournis, on a le sentiment que ça peut paraître un peu marginal par rapport à l'ampleur de la problématique du chômage des jeunes, sans remettre en cause l'effort qui est fourni. Oui. Même si on nous dit que ça atteint 87 000 personnes par là, 19 000 ici, même tout nombre cumulé, on a le sentiment que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui et non. 22 millions d'habitants dans notre pays sur les 30 millions en moins de 35 ans. 14 millions de personnes sont des actifs dans notre pays. 300 à 400 000 jeunes arrivent tous les ans sur le marché du travail. Donc on ne nie pas les défis. C'est d'ailleurs pour cela qu'en dépit de tous les résultats obtenus, le chef de l'État, dans sa volonté politique, a souhaité que oui, effectivement, il y a eu des résultats probants, mais ça reste encore insuffisant au regard des énormes défis que nous avons. D'où la nécessité d'amplifier et de mieux coordonner les initiatives non gouvernementales pour toucher ces jeunes. Et d'aller rechercher toujours des opportunités dans les secteurs prioritaires, agriculture, économie numérique, etc., pour donner des opportunités à cette jeunesse. Et vous verrez bien que le programme Jeunes du gouvernement vise à impacter 1 500 000 jeunes à l'horizon 2025. Donc ça montre déjà cette volonté. Mais les 1 500 000 jeunes, ça sera les près de 100 000 jeunes qui seront mis en activité grâce au financement obtenu avec le gouvernement français à travers l'instrument, le CDD. Ça sera l'appui de la Banque mondiale, ça sera l'appui de la BAD, ça sera aussi des initiatives au niveau national. Donc c'est la conjugaison de tous ces financements et de toutes ces initiatives qui vont nous permettre d'atteindre les 1 500 000 jeunes, et ça sera beaucoup plus significatif. Mais si vous prenez individuellement, effectivement, ça peut paraître
peu significatif par rapport aux normes globales, mais il faut voir les choses de façon plus transversale. Et la mise en commun de toutes ces initiatives nous permettra donc d'impacter beaucoup de jeunes dans notre pays. Je pense que l'idée, c'est aussi d'avoir, si je peux me permettre, allez-y, c'est aussi d'avoir un effet d'entraînement. C'est-à-dire que tout ne peut pas venir de l'initiative publique. Ouais. Mais en montrant que ça marche, et c'est pour ça que les témoignages sont importants, c'est pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est aussi pour ça qu'il y a cette cérémonie demain. Et c'est pour ça qu'un des enjeux pour nous, collectivement, aujourd'hui, c'est aussi de faire en sorte que les bénéficiaires de ce programme, donc les jeunes, soient les meilleurs ambassadeurs de ce programme. Que ce soit eux qui témoignent, que ce soit eux qui soient au cœur du projet, pour donner envie à d'autres de faire la même chose, en fait. C'est pour ça que je et concrètement, un jeune bénéficiaire, mais qui arrive à employer 2 personnes. Oui. Voilà. Boule de neige. Moi, il me disait à l'antenne, c'est pour ça que je veux lui laisser le mot de la fin, mais quand même un dernier mot, monsieur le président du conseil régional de Kabadougou. Qu'est-ce que ce projet a changé dans votre localité? Qui en a bénéficié? Combien de jeunes? Il y a 2800 jeunes en gros. En combien de temps? En 5 ans. 5 ans qui ont bénéficié. Et les besoins sont énormes sur le terrain. Énormes sur le terrain. Et c'est pour cela que, bon, bien sûr, quand on parle d'une goutte d'eau dans la mare, mais quand la goutte d'eau tombe dans la mare, les cercles concentriques s'épandent. Et finalement, on finit par régler le problème. Pour ça, pour dire qu'à partir du moment où, au niveau de la structuration de la gestion des projets, il y a une implication de toutes les parties prenantes. Ça permet de rendre durable le projet. Et au niveau des conseils régionaux, l'avantage que nous avons eu, c'est de participer en tant que maître d'ouvrage délégué. Mais en même temps, ça nous a permis, dans ce fonctionnement-là, de voir la possibilité de mettre en place une cellule interne, puisque il y a une cellule de projet que nous constituons dans le cadre de ce projet-là. Et il s'agit maintenant de renforcer les capacités en interne pour qu'on puisse prendre le relais, bien sûr, en appui aux différents programmes du gouvernement. Pour moi, vraiment, on est dans la bonne dynamique. On devrait pouvoir régler ce problème-là progressivement. C'est déjà la fin de cette émission. Je voudrais laisser quelques mots, rapidement, s'il vous plaît, à l'entrepreneur, pour inciter les jeunes à suivre, si ce n'est votre parcours, en tout cas, à intégrer l'un de ces programmes. Quelques mots, c'est vous qui avez le mot de la fin. Je voudrais profiter pour me remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le ministre de la Jeunesse et le CDD qui nous donnent cette opportunité pour avoir ce genre de projets. Grâce à ces projets-là, aujourd'hui, je suis homme. Je suis un homme. Il me disait qu'il est fier d'aider sa maman, sa famille. Oui, j'aide ma famille. On m'appelle maintenant, on me fait des coups de fil. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Donc, j'exhorte tous mes jeunes, tous mes frères, la jeunesse, de participer. Ce projet-là, ça ne trahit pas. Ça ne trahit pas. Il y a l'avenir dedans. Quand tu te donnes le courage, avec le courage, ça marche. Bravo et merci beaucoup pour ce témoignage. Félicitations à vous, parce que je pense qu'il y a aussi une part de volonté qui vient de vous, beaucoup de mérite. Donc félicitations, bonne continuation. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup. Sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1.